Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro. Bonjour Xavier. Bonjour. PDG de Neoen, premier producteur indépendant d'énergie renouvelable. Vous avez publié vos résultats en début de mois, début novembre. Pour le commun des mortels, je regardais, je me suis dit, tiens, chiffre d'affaires qui a baissé au troisième trimestre en raison d'un effet prix défavorable. C'est comme ça que ça a été présenté. Ça veut dire quoi en français, un effet prix défavorable? Ça veut dire que sur le segment des batteries, par exemple, il peut y avoir d'un trimestre à l'autre, d'une année à l'autre, des mouvements de prix. Et donc, quand on compare sur le segment batterie entre 2022 et 2023, le troisième trimestre était moins favorable que le troisième trimestre de l'année précédente. Bon, ok. Et sur l'année 2023 au total? Quand on regarde sur l'année 2023, donc aujourd'hui, on est en croissance sur les 9 premiers mois par rapport à 2022, 12% à taux de change, courant et 16% d'ailleurs à taux de change constant, ce qui a eu un petit effet défavorable là aussi sur le dollar australien, mais donc on est une société qui est en croissance. On est en croissance sur le solaire, en croissance sur l'éolien, en décroissance temporaire sur les batteries. Et on a tangenté, on est juste en dessous de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois, donc c'est une belle, ça commence à être une belle histoire. Vous êtes sur le plan de marche tel qu'il était prévu, avec, Oui. j'ai vu, aujourd'hui 7,2 gigawatts de capacité. Alors, opérée ou en construction, c'est bien de vous agglomérer les deux. Donc, vous respectez votre plan de marche tel qu'il était prévu. Il y a 10 gigawatts de prévu en 2025. D'ailleurs, d'où viendront les 3 gigawatts manquants? Ils viendront des régions dans lesquelles, de manière assez homogène, des régions dans lesquelles on est déjà, donc l'Australie évidemment. Australie, c'est notre premier pays. C'est plus de la moitié de votre chiffre C'est d'affaires. 40-45%, oui, ça là aussi ça peut fluctuer. La France est notre deuxième contributeur, et puis après, Avec combien? Quel pourcentage? à peu près 20-25%. Donc, ça le mène à 65. Et le Ouais, et puis troisième? après la France, après la France c'est la Finlande. Ouais. Donc là on est un peu en dessous de 10%, puis après c'est des pays qui sont en croissance, soit en Europe, L'évocation soit en est dans Amérique. plus de pays ou l'idée c'est de se concentrer sur On ces a, 3-4 pays qui font les 2 tiers du ouais. chiffre d'affaires? Ce qu'on a annoncé en mars 2023 pendant notre Capital Markets Day, c'était que les 16 pays d'aujourd'hui, à la fin de la décennie, ça serait un peu réduit. Ah. Il y a des pays dont on a déjà annoncé la sortie, par exemple le Mozambique. Il y a peut-être des pays sous critique où on n'arrive pas à décoller. Ça fait partie de l'histoire de Neoen, hein. Déjà dans le passé, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Dans le passé, on a décidé d'arrêter des pays dans lesquels on avait tenté notre chance, en Colombie, etc. En Jordanie aussi, même aux États-Unis. En fait, on a décidé de se concentrer aujourd'hui sur les pays dans lesquels on a le plus d'avenir. Australie, France, Finlande. Et d'autres. L'histoire ne s'arrête pas là. Je Ouais. pense qu'il y a des pays qui ont vocation à prendre une place plus importante. Comme On vient d'annoncer par exemple un investissement important en Suède, une centrale solaire qui va vendre de l'électricité à H&M, la société Oui, qui fait des vêtements. Et on a aussi d'ailleurs de l'éolien et du stockage en Suède. Donc on a des pays dans lesquels on grandit, mais l'histoire de Neoen maintenant, après avoir pendant une décennie essaimé et tenté notre chance à plein d'endroits, c'est plutôt de voir là où ça a poussé et de densifier là où on est C'est ça déjà qui a bien changé dans présent. ce nouveau chapitre? Oui, Se concentrer là où vous savez que vous avez matière à c'est là où on peut créer le plus de valeur parce que c'est là où on peut combiner de l'éolien, du solaire et du stockage, et c'est là où l'ensemble de ce qu'on fait a plus de valeur que la somme des Il y a des différentes synergies finalement sûr. entre les activités, Ouais. entre le solaire, l'éolien, le stockage, je Sûr, comprends. par exemple en Australie, en combinant de l'éolien et du stockage, on arrive à livrer une électricité continue à un client minier, le groupe BHP en l'occurrence, et qui va évidemment payer plus parce qu'il peut compter sur notre production, elle n'est plus intermittente, Voilà. et elle est verte, donc ça C'est correspond. ça la réponse, parce que celles et ceux qui ne sont pas sceptiques, mais qui disent ouais, mais le solaire, l'éolien, quand il n'y a pas de vent, quand il fait nuit, les pics de demande ne sont pas au moment où il y a du vent ou du soleil. Ça c'est vrai pour les électrons, on va dire, les plus commoditisés, donc le solaire ou l'éolien bête et méchant, bien sûr qu'il est intermittent, mais ce que fait Neoen, c'est combiner d'abord plusieurs parcs solaires, plusieurs parcs éoliens, de l'éolien et du solaire, de l'éolien et du solaire et des batteries, et à la fin, ce foisonnement entre des actifs de production d'une part et en plus des actifs de stockage d'autre part, fait qu'on arrive à livrer un produit à valeur ajoutée. Donc il est vert, il est pas cher et il est fiable. Et ça, c'est une équation gagnante pour nos clients et évidemment pour nous. Donc Neoen aujourd'hui est sur une trajectoire de forte croissance à la fois industrielle et financière. On a confirmé qu'on serait dans la fourchette de guidance qu'on avait donnée, qu'on serait typiquement au milieu de cette fourchette. Et la rationalisation peut-être de notre portefeuille de pays ne va pas du tout avec une histoire de décroissance. Au contraire, on est sur une belle trajectoire. Bon, sur la France, cette année, vous avez mis en service plusieurs centrales solaires et 2 parcs éoliens. Racontez-nous un petit peu.
et un peu aussi des appels d'offres que vous avez pu remporter. Voilà. Et puis, au-delà de ça, faire écho avec l'actualité du jour, à savoir que la France détaille aujourd'hui son plan énergie-climat. Une loi est prévue en 2004, des révisions à la hausse, on a compris. Alors je l'ai lu rapidement parce que ça vient de tomber, mais avec des révisions à la hausse en matière de production d'électricité renouvelable, solaire, éolien. Ça va évidemment dans votre sens, j'imagine. Oui, alors les lois sont parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc les lois. Il y a déjà une loi l'an dernier. Il y a déjà eu beaucoup de lois. Ah, je me sens dubitatif. Il y a beaucoup de lois et beaucoup de décrets, et donc beaucoup d'interprétations et parfois beaucoup d'attentisme, parce que quand une loi sort, on attend les décrets d'application et en attendant, il ne se passe pas grand-chose. Mais le paradoxe, c'est que tout ce qui peut durcir le système en France ne décourage pas Neoen pour autant. Dans le dernier appel d'offres dont on a eu les résultats au mois d'octobre, Neoen était le premier lauréat en nombre de projets, le deuxième en puissance cumulée. Donc on avance bien. Mais le paradoxe, c'est que ça peut parfois, ces lois peuvent décourager d'autres acteurs et à la fin, c'est peut-être pas très bon pour l'avancement global du pays. Mais en tout cas, Neoen en France aujourd'hui grandit encore plus vite qu'avant. On était sur une trajectoire d'à peu près 200 MW par an. Aujourd'hui, on est en train de doubler ça. On a même l'ambition d'arriver de manière soutenable à 500 MW par an. Donc en gros, 400-500 millions d'euros d'investissement chaque année en France. Donc Neoen aujourd'hui est l'acteur probablement le plus dynamique en France dans le solaire. L'éolien, c'est plus compliqué. D'autres étaient peut-être, avaient commencé avant nous, étaient peut-être mieux armés. Mais dans le solaire en France, Neoen aujourd'hui a la trajectoire peut-être la plus dynamique. Indépendamment, encore une fois, des annonces de rehaussement d'objectifs gouvernementaux en matière de production d'énergie renouvelable, au-delà des lois dont on attend apparemment certains décrets. Oui, on peut toujours attendre, mais on ne va pas se plaindre de la puissance publique, parce que d'abord, enfin, on est partenaire, hein, nous, on a des projets qui nécessitent des autorisations compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des projets avec des vraies implantations physiques. Ça prend de la place, c'est important de bien faire les choses. L'idée, c'est pas non plus de se précipiter. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, la recette dans le solaire, on la connaît. Donc, on sait comment faire du solaire, je pense, de manière intelligente en France. Donc, c'est dommage de ne pas aller plus vite. Les objectifs ont peut-être... On est en retard en France par rapport, encore une fois, si ce qui fait juge de paix, c'est l'accord de Paris par rapport à la puissance qu'on devrait avoir en matière d'énergie renouvelable. La France est le seul pays d'Europe qui a raté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, qui d'ailleurs refuse de payer l'amende qui va avec, et pourquoi pas, ça ne nous regarde pas. Mais on pourrait faire plus. Quand on regarde les trajectoires qui sont données par RTE, par l'ADEME, aujourd'hui, les objectifs reflétés par le gouvernement sont en dessous de ça. C'est un peu dommage. Voilà. Je trouve qu'il y a un mismatch entre certaines agences, certains opérateurs et puis les objectifs donnés par le gouvernement. Mais à la fin, reprenons un peu une approche bottom-up, indépendamment des objectifs globaux. Un acteur comme Neoen, aujourd'hui, en France, sont des implantations dans 7 régions. Ce sont des équipes qui travaillent. C'est un portefeuille qui a été constitué depuis maintenant 15 ans. Neoen a été créé il y a 15 ans, donc on a tout ce bagage avec nous, à la fois cette expertise, ce portefeuille de projet qu'on essaie de transformer parfois dans la douleur. Mais essentiellement solaire en France. Essentiellement solaire, on fait quand même de l'éolien, on fait aussi des pondérations entre les deux en France. C'est quasiment 80% de solaire en France et 20% d'éolien, et on s'apprête à faire plus de batteries. Mais en tout cas, nous, on a déjà en France à peu près doublé notre rythme annuel et on veut aller encore plus loin. Bon, après, il y a un contexte de marché, d'acteurs, concurrents directs ou pas, qui interroge. On a l'énergéticien Siemens Energy qui, il y a quelques jours, sort une perte de 5 milliards d'euros du fait de ses déboires dans l'éolien. Un plan de sauvetage de 15 milliards d'euros a été dégainé par Berlin, par le gouvernement allemand. Ça, c'est une sortie de route qui ne pourrait pas vous arriver? À Neoen, non, parce que d'abord, on a tout le stock des centrales qui marchent déjà. Donc la question pour Neoen, c'est celle de la croissance additionnelle. Aujourd'hui, nous, on est... Une question de qualité de ces éoliennes, apparemment. Qualité de ces éoliennes et flambée de ces coûts de fabrication. Vous pourriez être concerné? On pourrait être concerné pour les futurs projets. Nous, les projets qu'on a, ils sont d'abord très nombreux, c'est-à-dire qu'on est à l'abri d'un effet de série. Nous, on a aujourd'hui des centaines de centrales avec des dizaines de fournisseurs différents. Donc, il n'y a pas d'effet domino chez Neoen. On ne peut pas avoir un défaut de série annoncé par Siemens qui concernerait d'un coup tous les éoliens de Neoen. Nous, on est multi-fournisseurs. On est multi-projets. Pourquoi ils n'ont pas été eux? On se dit qu'effectivement, c'était très risqué d'être concentré sur... C'est ce qui est arrivé à d'autres. Enfin, quand on regarde, donc Siemens est un fournisseur, d'autres acteurs, on va dire, de même nature que Neoen, donc des gens qui font des projets, je pense à Ørsted, qui fait de l'éolien en mer. Donc il y a une grosse concentration du risque sur certains projets. Donc du coup, on se met en risque si jamais les paramètres économiques sont pas bons, si le fournisseur a un problème technique.
Chez Neoen, à nouveau, répartition sur des dizaines de projets à travers 4 grandes régions, à travers des pays différents et à travers des fournisseurs différents. Donc nous, il y a vraiment ce foisonnement qui nous met à l'abri de ce genre de problème pour les 7 gigawatts déjà constitués. Donc on a en gros 7 milliards d'actifs, ça c'est en dur. Et puis pour la suite, eh ben, si un fournisseur disparaît, ce que je souhaite évidemment pas à Siemens, je pense que Siemens a un avenir. Nous, de toute façon, on a d'autres options. Quand on regarde, il y a 10 ans, Vestas était au bord de la faillite dans l'éolien. Aujourd'hui, Vestas, c'est une société qui se porte bien et c'est très bien pour nous en tant que clients. Mais on a toujours des alternatives. L'important pour nous, justement, c'est de rester en architecture ouverte. Oui. Après, donc il y a eu Siemens Energy, puis il y a eu Ørsted aussi. Alors c'est une autre histoire. Hein. Ørsted, enfin la même histoire, c'est qu'en bourse, ça se fait massacrer. Ørsted, on l'avait commenté ici, qui a renoncé donc à construire une ferme éolienne. On est dans l'éolien offshore aux États-Unis, sur la côte est, dans le New Jersey. Avec l'idée qu'il y avait un problème de rentabilité, c'est ça, financière des projets, parce que d'un côté, il y avait la hausse des taux d'intérêt, effectivement, avec des hausses de coûts de production, sans que les prix de vente de l'électricité soient réajustés évidemment à la hausse. Et donc, Ørsted sort du marché américain, en tout cas de cet appel, pas du marché américain, de cet appel d'offres, et avec une perte aussi qui est en milliards. Et là aussi, c'est pas quelque chose, parce que vous me direz l'éolien offshore. C'est pas votre tasse de thé spécialement, non? On n'en a jamais fait. Enfin, on avait regardé il y a longtemps, mais on n'a jamais investi dans l'éolien offshore. Bien, vous en avez pris pour le moment. Ça correspondait à notre stratégie. Justement, on ne veut pas concentrer du risque sur des trop grands projets. Et surtout sur des projets qui s'étalent littéralement sur 10 ans, parce que quand on fixe les paramètres économiques ou techniques d'un projet, quand on le réalise 10 ans plus tard, le monde peut avoir changé radicalement et on veut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. À l'échelle de nos projets, qui sont des projets de taille moyenne, un projet chez Neoen, en moyenne, c'est 80 MW, donc 70 millions d'euros. On en a à nouveau des dizaines, on en a même plusieurs centaines maintenant. On ne s'est jamais interdit nous-mêmes de renoncer à certains projets en se disant, tiens, celui-là... Le plus gros projet, c'est quoi? Le plus gros projet chez nous, c'est 400 MW en Australie. Et vous voyez, le plus grand projet de Neoen, c'est 6% de notre portefeuille. Donc à la fin, tout ça est très diffus. Et donc nous, on ne s'interdit évidemment pas de renoncer à certains projets, on ne s'interdit pas non plus d'accélérer sur d'autres, mais c'est très réparti. Donc on est à l'abri de ce genre de risque, à la fois technique, à la fois économique. On a une trajectoire, comme je vous le disais, qui est saine. On a presque eu un feedback étonné quand on a confirmé au début du mois de novembre que oui, bien sûr, notre trajectoire d'EBITDA, on l'a confirmé, notre trajectoire de mégawatts, on l'a confirmé. Ben oui, Neoen délivre, enfin c'est quand même notre constante. En termes de communication financière, il n'y a jamais eu des procès qu'on peut faire à d'autres en termes de sincérité. On a toujours annoncé la couleur et on a toujours tenu parole. Donc c'est évidemment pour nous un problème indirect parce que ça jette le doute sur le secteur. Ah oui. Quand il y a... Enfin, d'abord, il y a une hausse des taux d'intérêt, ça, du coup, c'est mal à tout le monde. Toutes les sociétés, vous-même, vous n'êtes pas immunisé. Bien sûr, toutes les sociétés qui ont besoin d'avoir des financements et qui en plus ont des rendements relativement fixes, quand les taux montent corrélativement, la perception. Comment ça vous impacte ça? C'est pas un impact direct, puisqu'en fait la dette qu'on a, nous, elle a été financée à taux fixe. Donc le stock de 3 milliards de dettes de Neoen, aujourd'hui, il est à moins de 4%. Donc même si les taux sont à 5, 5,5%, oui, pour les nouvelles émissions, les nouveaux financements. Mais les nouveaux projets eux-mêmes ont des revenus plus élevés. Oui. Donc en fait, en proportion, on n'a pas de problème. Mais à la fin, en termes de perception du secteur, on dit oulala, le renouvelable c'est des rendements fixes, donc si les taux montent, ben, en fait le renouvelable c'est moins sexy qu'avant. Bon, perception is reality, on fait avec. Mais c'est faux. Pour nous c'est faux, mais malheureusement. C'est faux parce que vos revenus sont aussi. Tous les nouveaux projets ont des rentabilités qui augmentent. Mais c'est vrai que dans les projets déjà fixés, les IRR, les taux de rentabilité interne, eux ne vont pas tellement changer. On essaie de les améliorer, on a des leviers, mais c'est vrai que ça ne va pas changer radicalement. Donc l'équilibre financier de la technologie autour des renouvelables n'est pas remis en cause, malgré l'inflation des coûts de construction, malgré la flambée des taux, ça ne remet rien en cause. Contrairement effectivement à cette idée ambiante qui est en train de... Ce qu'on a annoncé, par exemple, on parlait du dernier appel d'offres gouvernemental français. On a annoncé que Neoen, par exemple, même si on n'a pas donné nos chiffres, on était dans les hauts de fourchette qu'on avait annoncé, nous, dans notre Capital Markets Day, sur nos objectifs de rentabilité. Donc on est en train d'améliorer notre propre rentabilité, et c'est normal, puisqu'effectivement, les coûts de financement ont augmenté et les attentes des investisseurs ont augmenté. Donc il n'y a pas de problème chez nous, il y a peut-être des problèmes chez d'autres. On est parfois un peu mis dans le même sac, c'est la vie. L'important, c'est surtout que la trajectoire industrielle... Vous irritez un peu quand même d'être mis dans le même sac que d'autres. Faut pas se vexer, mais
C'est vrai que je pense que plus que jamais, tenir parole d'abord sur sa trajectoire industrielle et puis avoir une communication financière sincère, je pense que plus que jamais c'est important. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Ørsted, je ne suis pas en train de me réjouir du malheur d'une autre société, je pense qu'Ørsted est une belle maison, mais ils ont annoncé en juin que tout allait bien, en août que tout allait bien, fin août qu'en fait finalement ils avaient refait leurs calculs et qu'ils avaient 2,5 milliards de provisions à passer. Ben, la sanction est immédiate, ils ont perdu 10 milliards d'euros de market cap dans la foulée parce que ça faisait vraiment désordre. Hein. Ouais. Juste pour clore le sujet, Xavier Barbaro, sur l'éolien offshore, on a un gouvernement britannique qui a annoncé, je crois que c'était il y a quelques jours, une semaine ou 10 jours, l'augmentation de 66% du prix garanti d'électricité qui est issu de l'éolien offshore sur les côtes anglaises. C'est nécessaire, évidemment, et en même temps, ils l'ont fait parce que beaucoup d'appels d'offres n'ont pas trouvé preneur. Bien sûr. Les appels d'offres en France, d'ailleurs, sont régulièrement sous-souscrits. Je ne parle pas de l'éolien en mer, mais sur le solaire ou l'éolien terrestre. Les appels d'offres sont sous-souscrits d'abord parce que c'est compliqué d'avoir des permis, mais aussi parce que l'État met parfois des plafonds trop bas. Or, les coûts de financement et les coûts industriels ont augmenté. On a besoin, nous aussi, de couvrir notre coût du capital qui a augmenté par rapport à avant. Et on sent qu'il y a des États qui restent méfiants sur le thème. Il ne faut surtout pas que ces gens-là gagnent trop bien leur vie. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, l'idée, c'est pas que nous-mêmes, on ait des rentabilités indues. Mais il faut quand même qu'on soit capable de servir le coût de notre capital et puis évidemment nos coûts industriels et financiers. Et en Angleterre, comme en France, comme dans d'autres pays, les États rehaussent les plafonds ou les rémunérations garanties parce que sinon, il ne se passe rien. Donc ça veut dire quelque part la compétitivité dont on nous a parlé autour des renouvelables, c'est moins vrai aujourd'hui. On sait que le coût de l'électron nucléaire, c'est quoi, autour de 50 € mégawattheure sur les centrales amorties. Les centrales déjà amorties. Oui, bon, on va parler de celle-là, c'est celle qui nous donne de l'électricité aujourd'hui. Si on prend en compte l'énergie solaire, l'éolien, avec le coût de stockage, avec les batteries pour ne plus avoir les problèmes d'intermittence, est-ce que l'énergie renouvelable est toujours compétitive aujourd'hui? On est à combien? Alors l'hydroélectricité est à 40 aussi, non? Oui, alors, quand on regarde le débat récent sur le nucléaire en France, donc 70 € pour des contrats longs d'EDF qui mélangent évidemment les centrales déjà amorties et puis les nouvelles centrales à financer. Ouais. On peut dire en gros le nucléaire amorti c'est 50 €, le nouveau nucléaire c'est 120 €, c'est à peu près ce qu'on a en tête. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que Neoen sait faire, ça dépend évidemment des pays, puisque ça dépend de la taille des projets, qui est plus grande en Australie. En France, le dernier appel d'offres solaire pour des électrons intermittents, donc sans batterie, on est entre 80 et 85 € par mégawattheure. Sans batterie et avec batterie? Avec batterie, on serait typiquement 20% plus cher. Mais donc, on est en dessous des prix du nouveau nucléaire. Ouais, mais au double, au triple de nucléaire déjà amorti. Si vous prenez une centrale solaire déjà amortie, son coût est bien inférieur à celui d'une centrale nucléaire déjà amortie aussi. Parce que on a structurellement, je pense, avec le renouvelable, que ce soit du solaire ou de l'éolien, la bonne solution pour le mix électrique du futur. C'est vert, c'est pas cher, c'est souverain. C'est pas cher. On peut dire que c'est pas cher? En tout cas, nos clients, visiblement, sont contents, puisque, indépendamment des appels d'offres gouvernementaux dont on a parlé, Neoen vend de l'électricité à des corporates, que ce soit en Australie, mais aussi en France. On vend de l'électricité à TDF, on vend de l'électricité à H&M en Suède, on en parlait tout à l'heure. Ces gens-là ne viennent pas nous voir par devoir moral, enfin, ils trouvent leur compte. Donc nous, on est extrêmement confiants sur notre modèle, que ce soit pour participer à des appels d'offres gouvernementaux, on aime bien, mais que ce soit aussi pour vendre en corporate. On n'est pas dépendant, je pense que c'est important de le rappeler, on n'est pas dépendant d'un régime de subvention ou d'un régime d'appels d'offres gouvernementaux réguliers. Nous, on sait vendre nos électrons tout seul. Il n'y a pas de problème. Xavier Barbaro, il faut parler évidemment sur Boursorama du cours de bourse. On est à 26 €, l'action gagne 12% sur un mois, on perd le double depuis le début de l'année. Vous estimez être mieux loti que ce qui s'est passé sur évidemment Siemens ou Ørsted, où vous en sortez pas si mal? Ce n'est pas une estimation, c'est factuel. On est la société du secteur qui a le moins baissé cette année, je crois. On a baissé pour des raisons de taux d'intérêt, on en parlait tout à l'heure. Quand on regarde aujourd'hui, quand on remet les DPS ou les dividendes là, qui ont été détachés à travers les années, on est à peu près au double, quasiment au double du cours d'introduction en 2018. Donc quelqu'un qui a investi à l'IPO de Neoen il y a 5 ans est quand même largement gagnant. On est évidemment forcément un peu nostalgique des moments où on était au-dessus de 50 €. Ouais, jusqu'à 60 d'ailleurs.
Ouais, jusqu'à 60, j'espère que... Alors ça, c'était un pic très à l'échelle d'une semaine, je crois. Bah oui, mais on prend. Bien sûr, mais j'espère que ça reviendra. En tout cas, la société est saine, elle est profitable, elle est en croissance. Elle est... Vous dites quoi aux actionnaires qui n'en ont pas, enfin, aux possibles actionnaires qui nous regardent, et qui n'en ont pas en portefeuille, qui disent oh là là, mais le secteur annonce des nouvelles compliquées, j'y vais pas. Comment les convaincre? Ah, comment les convaincre? Écoutez, Pas d'ailleurs. au-delà, je ne suis pas conseiller financier. Les seules choses que je peux dire, c'est d'abord en tant que patron, ben, écoutez, cette société se développe bien, ça se voit, ce sont les chiffres qu'on publie. En tant qu'actionnaire, puisque je me suis réendetté moi-même pour investir au moment de l'augmentation de capital en mars, moi je suis long Neoen, j'y crois. Donc voilà, en tant qu'actionnaire, je trouve quand même mon bonheur aussi dans cette société, même si parfois il faut dézoomer un peu sur le cours de bourse à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'un trimestre. Vous le regardez tous les jours, le cours de bourse? Une fois par jour, c'est par jour. une bonne hygiène, hein, ni plus ni moins. Bon. On n'y peut pas grand-chose de toute façon. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Xavier Barbaro, PDG de Neoen, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé dès 14 h en replay. Merci à vous. Merci.